Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, vidéo sur Vengeance Day. Alors si pour cette vidéo vous m'entendez fatigué, des fois chercher mes mots, ça m'arrive souvent, mais là vraiment un peu galéré des fois à parler, c'est normal, il est actuellement 2 heures du matin, puisque dans la vidéo précédente, sur l'épisode du 30 janvier de NXT, je savais pas encore à quel moment j'allais regarder Vengeance Day. Et la carte étant tellement intéressante et que j'avais pas envie de me faire spoiler les résultats, étant abonné à pas mal de catcheurs et au compte de WWE sur Insta, et je suis aussi des comptes sur Facebook, du moins qui parlent de catch, je me suis dit, le truc c'est que si j'attends trop tard pour voir l'épisode, je vais me faire spoiler les résultats, et quand on sait spoiler les résultats, ça rend pas le show mauvais, mais ça enlève beaucoup de saveur, notamment sur les surprises de certains résultats et tout ça. Du coup, même si ma journée là de lundi, elle va être hyper dure, j'ai quand même décidé de regarder le show en direct. Et du coup, je vous parlerai petit à petit des résultats. Et, euh, et puis voilà, comme ça vous aurez la vidéo lundi, enfin aujourd'hui dans la journée, techniquement. Donc voilà, j'arrête mon intro ici. Et puis je vais faire comme je fais d'habitude avec mes PLE, entre deux matchs, je donnerai mon avis sur le match qui a eu lieu. Voilà, donc à tout de suite. Donc ça y est, le premier match vient de se terminer. Donc c'était la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic avec les Wolf Dogs, Braun Breaker et Baron Corbin contre Carmelo Hayes et Trick Williams. Mon pronostic était assez osé puisque j'ai pronostiqué une victoire de Braun Breaker et Baron Corbin. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû pronostiquer une victoire de Trick et Melo et une victoire de Trick en main event, justement du fait que voilà, tout le monde a envie de croire à l'histoire de Trick Williams qui remporte les deux, enfin pas forcément les deux titres, mais qui est champion par équipe et champion NXT au fur et à mesure des semaines. Mais j'ai une idée différente. Et je l'expliquerai dans le segment main event, où de toute façon vous pouvez aller, vous avez peut-être vu dans mon comment, dans ma partie commentaires, dans mes pronos, où j'ai raconté comment moi je voyais l'histoire de Trick Williams, notamment avec Melo et le titre NXT. Euh, voilà, je reviendrai dessus plus tard, mais pour l'instant, avec ce premier match, on est plus ou moins dans ce que moi j'aurais écrit sur l'histoire de Melo. Après, à voir si le main event continuera ce que j'aurais fait moi à la place de la WWE. Bref. En tout cas, le match, j'ai mis en commentaire qu'il a été long à débuter et quelques approximations, et des approximations qui ont quand même pas fait que du bien, quoi. On a eu quelques ratés niveau prise du côté de Melo et Braun Breaker, pas Braun Breaker mais Baron Corbin, sur des façons, je sais pas si c'était de vendre ou de porter les prises. Voilà. On a un moment, Braun Breaker qui s'est coincé dans les cordes en courant dedans. Alors, je sais pas si c'est dû à sa petite taille, mais je crois que c'est ça qui va le blesser. Vous verrez, au bout d'un moment, il a le visage qui saigne. Et je crois que c'est apparu au moment où il s'est à moitié bloqué dans les cordes. Il y a Trick Williams aussi à un moment donné qui va être la bouche en sang. C'est pas trop d'où ça vient, mais bon. Voilà. Je veux dire, pour des gens qui ont pas mal d'expérience comme ces quatre-là, avoir autant d'approximations dans un match, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai enlevé des points à ce match. Parce que ce match, pour moi, c'était un des matchs que j'attendais le plus. Qui pour moi était facile à 1, 4, 4,5. Et au final, je le descends à 3,75 sur 5. Parce que le début, je me suis un peu ennuyé sur le début du match. Et quand tu es expérimenté comme ça, tu peux pas te permettre d'avoir autant d'approximations. Bon, après, le coup de se coincer dans les cordes, ça c'est. Bon, ça c'est quelque chose que tu peux pas prévoir et tout. Mais par exemple, Carmelo qui a fait un moonsault en prenant appui sur les cordes et qui atterrit pas réellement au bon endroit. Bon, il atterrit quand même à moitié sur Corbin, mais bon, normalement ils sont pas censés être vendus comme ça, les moonsaults, enfin bref.
et c'est pas la seule prise un peu mal vendue, quoi. C'est un peu dommage. Après, le match en lui-même, il reste quand même très bon, hein. On a quand même 4 hommes qui sont très cool, qui font lever la foule, surtout Trick Williams et Bron Breakker. On va avoir des très belles actions dans tous les sens, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Toujours les trucs un peu habituels. Et ce qui est intéressant, c'est le finish du match. Puisque dans le finish du match, on a Bron Breakker et Carmelo Hayes qui sont tous les deux légales, les hommes légaux du ring. Et, euh, et le truc, c'est que on a Bron. Ah purée, je vais pas y arriver avec Bron et Baron. Mais Baron Corbin qui tente un End of Days sur Carmelo Hayes. Du coup, Carmelo Hayes il arrive à le contrer ou à l'esquiver. Baron Corbin se fait repousser soit par Trick Williams, je crois oui par Trick Williams. Et ensuite il y a Bron Breakker qui vient pour faire un spear. Sauf que, au moment de porter le spear, Trick Williams il se décale en sautant vers l'extérieur du ring. Et du coup, c'est Carmelo Hayes qui se le prend sans vraiment s'y attendre. Et il prend le tombé. Ce qui fait que Trick Williams, qui lui, en l'esquivant, il avait roulé à l'extérieur du ring, puis le temps de revenir, trop tard, le compte de 3 avait eu lieu. Ce qui fait que mon pronostic était bon, donc ça là-dessus je suis assez content. Parce que ça suit mon idée. Alors je dis pas que mon idée est forcément la meilleure, enfin quoique pour les fans de Trick Williams oui, même si c'est bizarre de dire que le fait qu'ils doivent perdre ces 2 matchs aujourd'hui soit la meilleure idée, mais vous comprendrez en main event mon idée. En tout cas pour l'instant le match, voilà, tout ce qui s'est passé c'était vraiment sympa, ça s'est fini comme moi je l'aurais voulu. Et en plus, le fait que ce soit Carmelo Hayes qui prenne le pin et le spear sans euh, son ami le protège, du coup, ça en dit beaucoup. Ça peut pousser vraiment la Carmelo Hayes à trahir Trick Williams en mode tu m'as pas protégé. Parce que si Trick Williams s'était pris le spear et n'avait pas glissé à l'extérieur du ring, comme il n'était pas l'homme légal, Carmelo Hayes aurait pu réagir direct et du coup vaincre Bron Breakker très certainement, ou du moins faire continuer le match un peu plus longtemps et peut-être gagner le match. Donc je pense que voilà, il y a des trucs intéressants à raconter et on va voir ça petit à petit au cours de cette nuit. On a donc la fin du deuxième match actuellement, Dijak contre Joe Gacy dans un match sans disqualification. Match plutôt sympa. Par contre, pourquoi il m'a foutu ça ici? Hop là. Match vraiment sympa. Pour l'instant, meilleur que le premier, parce qu'il y a eu moins d'approximations. Bon, j'avais pronostiqué Joe Gacy parce que je me disais qu'en termes de puissance, Dijak avait l'air supérieur, mais que sur le plan pas émotionnel, mais attendez, je vais retrouver comment j'ai écrit ça. Sur le plan psychologique, voilà, Joe Gacy était supérieur. Parce qu'on le voit à chaque fois. Notre pauvre ami Dijak est toujours choqué quand il voit Joe Gacy se relever de certains moments et tout ça. Notamment le coup à travers la table, quand il a fait traverser le mur et tout, il y a 1 ou 2 semaines. Bref, à chaque fois il est méga surpris. Ce fait que sur le plan psychologique, Joe Gacy avait déjà plus ou moins gagné leur combat. Mais finalement le match va se passer autrement. D'ailleurs peut-être un peu trop vite, un peu trop facile pour Dijak, puisque globalement Dijak va beaucoup déguster dans ce match, entre se prendre des coups de kendo stick, se faire aveugler, être envoyé dans les escaliers, traverser cette table remplie de jouets. Bon, je pense que le spot devait être un tout petit peu différent. Je pense qu'à la base Dijak aurait dû reculer, enfin pas reculer mais être un peu plus dans le centre de la table où il y avait plus de jouets. Là il a tapé un peu sur le côté de la table. L'effet
visuel est quand même excellent, mais, euh, mais je pense qu'il aurait dû atterrir un peu plus sur la droite. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Joe Gacy va pas prendre tant de chocs que ça. Euh, il va prendre des coups au niveau des poubelles là. Et je crois que c'est à peu près tout, enfin je veux dire en termes de gros spots hein, qu'il reçoit. Parce qu'après il va se prendre une fois le finisher de Dijak alors que Dijak était aveuglé. C'était très marrant d'ailleurs de voir Dijak un peu chercher où était son adversaire à l'aveugle. Et du coup, une fois désaveuglé, euh, Dijak va contrer le finisher de Joe Gacy avec sa matraque avant de lui renvoyer son finisher pour la victoire. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que quand le match a débuté, ils avaient chacun une matraque. Enfin, même si celle qu'avait Joe Gacy, je suis pas sûr que ça s'appelle réellement une matraque, mais du moins ça a la même utilité. Hein. Euh, mais c'était assez marrant de les voir comme ça débuter chacun avec sa matraque. Bref. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce match, c'est que c'est pas un match à spot. Parce que c'est toujours un peu le problème des matchs sans disqualification et tout ça, c'est que on tombe très vite dans le match à spot en termes d'écriture. Et ça, j'aime pas. Là, on a quand même du vrai catch, il y a vraiment des vraies prises, des coups et tout qui sont portés, des sauts de la troisième corde, des DDT, enfin bref, il se passe vraiment du catch. Contrairement à certains matchs hardcore où c'est juste des matchs à spot, hein, où voilà, c'est hop là, et puis je fais passer à travers une table, et hop là, je te mets un coup de chaise, et hop, je sors les kendo. Et ça, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce genre de match là. Mais du coup, voilà, j'ai noté le match 4,25 sur 5. Pour l'instant, c'est le match que j'ai préféré sur les deux qu'on a eu au moment où je vous parle. En commentaire, j'ai juste noté que Joe Gacy entre sur la musique de Schism, parce que c'est vrai que depuis qu'il a son nouveau personnage, il avait encore jamais fait de match, donc on n'avait jamais entendu sa musique. Et j'avoue que j'ai été un peu surpris, et du coup je me suis posé une question. Est-ce que cette musique d'entrée de Joe Gacy était la sienne avant Schism? Ou est-ce que c'est la musique de Schism et du coup ils lui ont laissé la musique de Schism? Enfin bref, et que du coup Schism, dans le cas inverse, tout le groupe avait la musique de Joe Gacy. Bref, je sais pas trop euh, à, à qui était réellement la musique. Est-ce qu'elle appartenait au groupe ou à Joe Gacy? En tout cas, actuellement, voilà, Joe Gacy possède toujours la musique de Schism. Bref. Donc, mon premier raté, en tout cas en termes de pronostic, hein, pour l'instant, je suis à un bon prono, un mauvais prono. On verra par la suite ce qu'on aura. Il est temps du coup de parler du troisième match qui vient de se terminer. The Family, composé de Tony D'Angelo, Channing Stax Norezzo et Adriana Rizzo contre OTM, donc Lucian Price, Wankonyama et Jaida Parker avec script aux abords du ring. Mon pronostic c'était The Family, hein, honnêtement, je voyais mal The Family perdre, déjà notamment parce que nous avons les champions par équipe. Euh, Même si techniquement Jaida Barker aurait pu faire gagner OTM en battant Adriana Rizzo, ça aurait pas été déconnant. Euh, mais voilà. Et en même temps, je me dis que vu que dans l'idée où moi je voyais Trick Williams perdre à plusieurs reprises, ce qui ne ferait pas plaisir au public, je me disais qu'avoir une victoire d'une équipe face bien aimée du public, ce serait une bonne idée. Et pour moi, le cas d'OTM était la bonne idée. Même s'il faut se dire, hein, le public, je sais pas dans quelle ville ils sont, mais le public est vraiment à chier. Hein. Parce que même pour Trick Williams, hein, qui est quand même l'un des mecs les plus acclamés de NXT, dans cette ville-là, les gens, ils sont pas dingues. Hein. On n'a pas entendu tant de chants que ça, de Oops That Trick. On en a entendu un petit peu pendant son entrée, pendant le match, il y en a eu un petit peu, mais tu vois, c'est pas comme d'habitude. Tu sens que le public est moins emballé que dans les weekly. Voilà, je sais pas quelle ville c'est, mais en tout cas, les gens de cette ville sont à chier. Bref, en tout cas, c'est un très très mauvais public. Euh, du coup, le match, moi j'ai beaucoup aimé. Déjà content de mon pronostic. Hein, on revient sur un 2-1 de bon prono.
Le match en lui-même est bien, même si bon, tu te demandes pourquoi ils ont fait un 3 contre 3 à la limite. Hein. Bon, on a débuté le match avec Rizzo et Parker. C'était sympa. Bon, c'est logiquement, c'est Parker qui a dominé le match. Puis elle a fui Rizzo alors qu'elle dominait le combat. Et du coup, on n'a plus jamais revu les filles dans le ring. Enfin, bon, j'exagère un peu quand on dit ça. Après, quand il y a les moments de flou, tout le monde se met à se battre à droite à gauche. Elles ont échangé des coups. Mais dans la globalité, aucune des deux n'est revenue vraiment dans le ring pour combattre. Ça a plus ensuite été un match par équipe classique. Donc déjà, tu te dis, bon, pourquoi on fait un 3 contre 3 si c'est juste, surtout pour que ce soit les 4 gars qui combattent. Bon, voilà. Euh, Ensuite, il y a eu un moment que j'ai pas trop compris parce que on a justement en ce moment où Parker fait le tag pour repartir, elle met sa main derrière son dos et t'as Bronco Nima qui tape dans la main de Parker, qui rentre dans le ring et c'est Lucian Price qui attaque du coup Tony D'Angelo et ensuite qui refait le tag avec Bronco Nima, sauf que du coup techniquement Bronco Nima était déjà le catcheur légal. J'ai pas trop compris ce qui se passe. Alors peut-être que du point de vue de l'arbitre, c'est ce que je me suis dit après, l'arbitre lui peut-être qu'il ne voyait pas ce qui se passait et que du coup il ne voyait pas qui avait fait le tag avec Jada Parker. Mais de nous, de la façon que c'est filmé, parce qu'en plus on est filmé où on voit tout ce qui se passe dans le dos de Jada Parker, du coup on voit Bronco Nima faire le tag, et ensuite 2 secondes après, t'as Lucien Price qui vient lui faire le tag aussi. Tu lui dis, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Normalement c'est lui déjà l'homme légal, pourquoi est-ce qu'on vient lui faire une tag et une deuxième fois pour qu'il rentre dans le ring? Bref. Euh, et sinon, bon, le match en lui-même était sympa. On a surtout une grosse domination d'OTM sur Channing Stacks, Lorenzo, et ensuite, voilà, Tony D'Angelo, quand il a fait le hot tag, il a défoncé tout le monde et il a remporté le match, notamment avec une powerbomb puis son finisher sur Lucian Price. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Tony D'Angelo faire son finisher tout seul. Habituellement, ils le font en équipe. Et voilà. Après, il y a eu quelques moments sympas quand même. Hein. J'ai envie de noter le moment où ils se projettent tous là dans le coin du ring, du côté de The Family, sur leurs adversaires. C'était très drôle, surtout quand Adrian Rizzo veut projeter Tony D'Angelo et qu'après il fait non, 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 attends, il y a peut-être un petit problème niveau gabarit. Voilà, tu vas peut-être avoir du mal à me projeter comme ça. C'était assez marrant. On a quand même un beau crossbody d'Adrian Rizzo de la troisième corde à l'extérieur du ring sur tout OTM. C'était plutôt sympa, franchement, gros spot sympa de Rizzo. Euh, et puis bah voilà, hein, il n'y a pas grand chose de plus à dire. J'ai noté le match 3,75 sur 5. Parce que d'un côté, c'est un bon match. On a vu des belles choses, notamment ce beau crossbody de Rizzo. Mais à côté de ça, ça a été un match plus limite tag team que 3 contre 3. Qu'encore une fois, les femmes ont été là les peut-être premières 2 minutes, de première minute du match, et ensuite écartées du match. Elles n'ont jamais re-rentré dans le ring en tant que femmes légales. On n'a pas échangé 2-3 coups à quelques moments, sinon non, ils sont jamais retournés dans le ring, donc ça pour moi ça perd des points. Et ce qui perd des points, c'est toutes les interventions de script. Alors ça me dérange pas plus que ça qu'il y ait des interventions, mais là c'est pendant tout le match quasiment, au bout d'un moment c'est un peu saoulant. Déjà qu'un 3 contre 3, t'as déjà des interventions des coéquipiers toujours à l'intérieur du match, là tu rajoutes l'intervention d'un mec à l'extérieur. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Honnêtement, j'aime bien ce match, mais voilà. Ça fait quand même beaucoup d'interventions à droite à gauche, des moments très brouillons à droite à gauche, mais ça, dans les matchs par équipe ou à plusieurs, c'est toujours le cas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça reste quand même un bon match. Ok, temps de parler du quatrième match de cette soirée.
Roxanne Perez contre Lyra Valkyria pour le titre de NXT. Un match où le public a fini par se réveiller au bout de 5 bonnes minutes, je crois, hein, pas loin de 10 minutes. Et mon pronostic, c'était Lyra Valkyria qui s'est confirmé à la fin du match, même si j'ai eu un gros doute à un moment donné. Parce que le match en soi était sympa sans plus au début, quoi. C'était du classique Lyra, du classique Roxanne Perez. Bon. En plus, on commence sur un truc très technique, très lent, très mou. Bon, quand tu es aux États-Unis, que le voyant en direct, ça va. Quand nous on le regarde en France, il est 3h du mat, bon, on n'est plus vraiment dans un état euh, bien pour regarder des matchs un peu lents comme ça, quoi. Et du coup, le match était quand même plutôt sympa. Mais il y a une chose qui va réveiller tout le public de là où ils sont, de Vengeance Day, et même moi, ça m'a réveillé d'un coup, c'est Lola Vice qui tente son cashing après sa victoire du Breakout Tournament féminin, puisque vous savez, ça peut donner une chance pour le titre quand tu veux. Obafemi a cashing le sien très rapidement contre Dragon Lee et l'a gagné le titre. Et Laura Vice, ça faisait très longtemps qu'elle se promenait avec le contrat, mais qu'elle ne l'avait pas utilisé. Chose qui arrivera cette nuit et qui est une des raisons pour lesquelles le match pour moi va perdre des points. Alors, d'un côté, en fait, là, c'est bizarre à dire, mais d'un côté, euh, le match a une aussi bonne note que ce que je lui ai mis parce que Lola Vice s'est incrusté dans le match, et en même temps, il a perdu des points parce que Lola Vice était dans le match. Vous comprendrez pourquoi. Du coup, Lola Vice, quand elle intervient, bah, c'est juste incroyable. Tout le monde se réveille, tout le monde se dit est-ce qu'elle va le faire. Mais moi, sur le coup, j'ai douté de mon prono. Je me suis dit est-ce qu'ils vont vraiment faire perdre Lola Vice qui tente son cash-in alors qu'elle a un peu plus d'expérience qu'Obafemi et qu'on la voit depuis plus longtemps qu'Obafemi et qu'à lui on lui a donné le titre. Je me suis dit, est-ce que du coup ils vont vraiment oser gâcher le caching de Lola Vice. Et bah, c'est clairement ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà, parce que même si Lola Vice a intervenu, on aura quand même un vrai match à 3. Donc ça c'est cool. Parce que Lola Vice dans l'équation c'était vraiment très bien. Alors elle nous a fait ses trucs habituels aussi, mais le fait de passer dans un triple menace, ça rendait les choses plus intéressantes, ça rendait une possible défaite de Lyra Valkyria encore plus possible, hein, puisque Lola Vice ou Roxanne auraient pu faire tomber l'une sur l'autre, et du coup bah, que Lyra perde le titre sans jamais recevoir le pin, donc ça aurait pu être intéressant. Enfin, il aurait pu se passer des choses vraiment intéressantes. Et au final, bah, tout ça n'arrivera pas. Et oui, parce que Tatum Paxley, alors ça je m'en doutais, et allez voir mes pronos si vous ne me croyez pas, mais j'avais dit que pour moi, Lyra Valkyria, c'était impossible qu'elle perde en dehors de Stand and Deliver, parce que bah, déjà je m'attendais pas à ce que Lola elle tente son caching ici, hein. Ça fait tellement longtemps qu'elle a le contrat que je me suis dit au bout d'un moment elle va jamais l'utiliser, ça continue. Euh, et pourtant, voilà, hein, elle l'a fait. Mais j'avais bien mis que. Attends, j'avais mis ça comment je ne vois pas du tout Roxanne Perez en portée actuellement, surtout avec Tatum qui passe son temps et aider Lyra, même si cette dernière est contre. Je pense que Tatum interviendra en faveur de Lyra dans le match et que cela annoncera une réalité jusqu'à Stand and Deliver. Alors oui, parce que moi, dans l'idée que j'avais, c'était que au bout d'un moment, Lyra, elle en est marre et fasse vraiment quelque chose contre Tatum et que ça puisse lancer une réalité entre l'héroïne et la future vilaine, un peu comme Syndrome et Mister Indestructible. Bref. Et du coup, c'est quasiment ce qui s'est passé, même totalement. Pas pour le reste de l'histoire, hein, de ce qui peut se passer. Euh, mais Tatum Paxley va intervenir d'abord pour empêcher Lola Vice de cacher son contrat. Elle aurait peut-être mieux fait de faire son boulot correctement, Tatum, pour ça. Mais elle va se prendre un coup de pied retourné. Lola va
s'incruster dans le match. Et sur la fin du match, du coup, on a Roxanne Perez qui va réussir pour la deuxième fois le Pop Rocks, puisqu'elle l'aura réussi une fois, mais Lyra va rouler dans le coin du ring, et en plus il y a Lola Vice qui s'incruste, donc pas le temps de faire le tomber. Et ensuite, du coup, Tatum va intervenir pour empêcher Roxanne. Alors, je sais pas si c'est pour attaquer Lola Vice qui commence à se relever, pour empêcher Roxanne de faire le tomber, mais en tout cas, Tatum Paxley va dégommer Roxanne Perez, les deux tombant à l'extérieur du ring. Et du coup, Lola Vice va tenter son coup de pied retourné qui va être esquivé. Puis voilà, Lyra va placer son finisher pour la victoire, carrément sur Lola Vice. Voilà. Donc mon prono était bon, hein, victoire de Lyra Valkyria. Mais voilà, j'aurais préféré que Lola Vice gagne. Une fois que Lola Vice était rentrée dans le match, je voulais que Lola Vice gagne. Mais malheureusement, c'est pas arrivé. Donc j'ai noté le match 4,25 sur 5, donc c'est le meilleur match de la soirée avec celui de Joe Gacy, Dijak. Voilà, les deux je les ai mis à la même note, donc c'est pour l'instant les deux matchs les mieux notés, donc avec cette note de 4,25. Alors comme je disais, pour moi, si Lola Vice n'était pas présente, le match pour moi il dépassait clairement pas les 3,5. Voilà, pour moi la présence de Lola Vice, elle a upgradé direct le match. Le public, ça l'a réveillé, ça a rendu le match beaucoup plus passionnant parce que le public était vraiment à fond, était vraiment en mode gros suspense. Donc pour moi, ça a beaucoup augmenté la note. Mais le fait de faire cashing Lola Vice juste pour qu'elle perde son contrat, parce qu'ils savent pas quoi faire de Lola Vice, parce que c'est clairement ça, c'est juste ils savent pas quoi faire de Lola Vice. Ils l'ont fait trahir Elektra Lopez et vaincre Elektra Lopez qui maintenant est du côté de SmackDown dans Legado del Fantasma. Donc bon, voilà, ça c'est fini. Et maintenant, on sait pas vraiment ce qu'ils vont faire de Lola Vice. Est-ce qu'ils vont tenter un coup de quand même la mettre invitée contre Lyra, en sachant qu'elle a voulu tenter son contrat et qu'elle a perdu? Je sais pas. Mais en fait, moi, c'est un peu ce qui me fait peur. C'est qu'est-ce qu'ils vont raconter maintenant avec Lola Vice, maintenant qu'il n'y a plus Elektra Lopez, maintenant qu'elle a plus son contrat. Et honnêtement, ça me fait peur parce que moi, j'aime énormément Lola Vice. Et du coup, le fait qu'ils aient pas fait gagner Lola Vice, qu'ils aient pas eu confiance en elle et qu'on ne sait pas ce qui va lui arriver à l'avenir, pour moi, ça fait perdre des points au match. Voilà, j'aurais limite préféré que Tatum empêche le caching et qu'on ait juste une surprise un peu comme ils faisaient. Ils ont déjà fait ça un peu avant avec elle, mais ils avaient fait aussi les coups avec Austin Theory par moment, enfin bref. Et j'aurais limite préféré ça qu'autre chose. Parce que là, ça m'a juste déçu à la fin du match. Et encore une fois, le fait de dire que l'avenir de Lola Vice est pas super bien tracé maintenant, ça fait perdre quelques points. Ça reste quand même un des meilleurs matchs de la soirée, mais voilà, ça en perd quand même un peu. Et juste petite note avant que le prochain match commence, parce que les deux catcheurs viennent d'entrer dans le ring, c'est que Trick Williams a proposé à Carmelo Hayes de venir en ringside du main event, ce qui annonce de plus en plus une possibilité de trahison de Carmelo Hayes qu'on attend de tous depuis des semaines et des semaines. Donc très hâte de voir le main event. Et bon, le match aussi qui vient pour le titre nord-américain, qui à mon avis va être vraiment pas mal. On peut maintenant discuter de l'avant-dernier match, Oba Femi contre Dragon Lee pour le titre nord-américain. Mon prono c'était Oba Femi, c'est sa première défense de titre en tant que champion nord-américain. Donc je le voyais mal perdre son titre maintenant. Voilà, sachant que Dragon Lee peut aussi apparaître du côté de SmackDown et tout, je le voyais un peu mal récupérer le titre. Donc voilà. En tout cas, le public s'était un peu rendormi pendant le match. Heureusement qu'il y a eu des gros spots pour le maintenir éveillé parce que d'un coup le public est redevenu un peu naze. Il faut pas grand chose pour redescendre. Du coup, le match, je l'ai noté 4,5 sur 5. Pour l'instant, c'est le match que j'ai trouvé le mieux de toute la soirée.
Et en même temps, je m'y attendais. On a Obafemi, bien qu'il soit jeune, qui fait des belles perfs. Et à côté de ça, on a Dragon Lee, qui n'a jamais fait un mauvais match depuis qu'il est arrivé. Enfin, de tous les matchs que moi j'ai eu de Dragon Lee, il n'y en a aucun que j'ai trouvé décevant. À chaque fois, les perfs de Dragon Lee, elles sont juste géniales. Euh, et là, bah, pareil, on a un très bon match, surtout qu'on a un match entre un géant, voilà, extrêmement puissant, et à côté, on a Dragon Lee qui est beaucoup plus petit, qui est plus agile, qui doit faire preuve de technique, de malice pour gagner. Et c'est tout ce que j'ai adoré dans ce match. Et de voir comment Dragon Lee a pu être un challenger sérieux. Surtout ça qui est important, être un challenger sérieux pour Obafemi. Obafemi aurait pu juste le squasher parce que le mec est petit, quoi. Sauf que là, non, il le squash pas. Il y a vraiment un vrai combat. En plus, on sent au début du match de l'intensité par rapport à ce qui s'est passé dans le dernier épisode de NXT. Donc, ouais, j'ai adoré. On a eu voilà, de la soumission aussi du côté de Dragon Lee pour essayer de s'en sortir. Plein de choses. On a même Obafemi qui, comme il va pas réussir à mettre une powerbomb à travers la table des commentateurs, qui va jeter Dragon Lee à travers la chaise comment il s'appelait, de Wade Barrett. Bref, c'était assez impressionnant. Euh, et bien sûr, Obafemi va l'emporter avec sa fameuse powerbomb. Euh, voilà. Tout était très bien. Le match est excellent, tu t'ennuies pas. C'est un très bon divertissement. Avec la victoire, même si je kiffe Dragon Lee, bah en même temps, Obafemi, on peut pas le faire perdre maintenant. Je veux dire, tu peux pas pusher un gars d'un coup et lui faire perdre le titre dès sa première défense, ça n'aurait pas totalement de sens. Euh, donc pour l'instant, je suis content, quoi. J'ai fait qu'une seule erreur dans mes pronos, donc pour l'instant, je suis assez content. Bon, bah voilà, il est temps de parler du main event avant que j'aille me coucher, parce qu'il est déjà 4h30. Du coup, Trick Williams contre Ilya Dragunov pour le titre de NXT. Euh, Mon prono, c'était Ilya Dragunov. Et pour l'instant, tout ce que j'ai imaginé pour la suite de l'histoire entre ces trois hommes, en rajoutant Melo, est en train de se produire tel que je l'avais imaginé. Et du coup, j'en suis très content. Même si j'ai eu peur à quelques moments que Trick Williams remporte le titre aujourd'hui, il fallait absolument pas qu'il le gagne aujourd'hui, selon moi. Et du coup, pour d'abord parler du match en lui-même, le match était vraiment très bon. Franchement, on a eu un très bon match entre Ilya Dragunov et Trick Williams. Il y a eu des très belles choses des deux côtés. La bonne résistance, les deux étaient à peu près au même niveau. Et c'est un peu ce qui fait que je trouve que d'autres matchs entre les deux hommes sont meilleurs que celui-ci. Je m'explique. Dans ce match-là, du coup, les deux hommes étant au même niveau, euh, du coup, il n'y a pas ce côté où le challenger se surpasse pour vaincre le champion. Tu vois, quand tu as Dragon Lee contre Obafemi, Dragon Lee, il est obligé de se surpasser pour vaincre Obafemi, qui est limite un boss final de jeu vidéo. Et en fait, pour moi, un champion, un gros champion, c'est censé être ça, un boss final de jeu vidéo. C'est un mec où voilà, tu t'es battu pour arriver jusqu'à lui. Et même une fois contre lui, bah, le combat il est pas facile, il est hyper dur et tu dois tout donner pour gagner. Alors je ne dis pas que Trick Williams il a rien donné dans ce match, mais tu es quand même censé sentir une différence, que le champion, bah, c'est pas quelqu'un de ton niveau. Si le mec il est champion, c'est qu'il est censé être beaucoup plus fort que tout le monde dans le roster. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que en élevant Trick Williams aussi haut, bah, c'est qu'on sent pas la différence de niveau entre les deux hommes. On sent que Trick Williams a exactement le même niveau que Dragunov. Et honnêtement, moi je préférais leur match l'année dernière, quand justement Trick Williams était clairement en dessous de Dragunov. Où du coup le mec il arrivait à rivaliser contre Dragunov parce qu'il se surpassait, il donnait tout ce qu'il pouvait.
pour essayer d'être à la hauteur d'un Ilya Dragunov. Et je préfère en tout cas ces confrontations à celle-ci, même si celle-ci elle est extra, hein. Franchement, il n'y a rien à redire dessus. La performance elle est top du top. Mais c'est juste en faisant le comparatif avec les autres matchs entre les deux hommes, je préfère quand Dragunov était vraiment portrayé comme le boss final du game, plutôt que là, juste comme un mec au même niveau, alors qu'il a quand même la ceinture, c'est le champion de tout le roster. Il devrait quand même être un portrait un tout petit peu plus puissant, mais ça c'est mon avis personnel. Après, comme on s'en doutait tous, on savait que Carmelo Hayes allait intervenir dans le match. Effectivement, il a intervenu à un moment donné en opposition à Dragunov. Moi, je pensais qu'il allait intervenir en opposition à Trick Williams dans le match, mais ça se passera pas comme ça. Au final, il va supporter Trick Williams pendant tout le match avant d'être poussé par Dragunov, et du coup son bras va taper derrière le genou de Trick Williams, genou où Trick Williams avait déjà donné des pistes pendant le match par équipe en faisant un saut carpé où il avait un peu vendu en mode oula je me suis fait mal au genou, même genou où Trick Williams, Carmelo Hayes va chuter forcément. Du coup, pendant la suite du match, à un moment donné, Trick Williams va vouloir attaquer Dragunov, ce que Dragunov va esquiver, c'est l'arbitre et Carmelo Hayes qui vont prendre le coup. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand il y a un ref bump, hein? On est tous habitués avec Roman Reigns. Et ben, quand il y a un ref bumps, le challenger, mais toujours le champion KO, il arrive à faire un compte jusqu'à 10, jusqu'à ce qu'un nouvel arbitre arrive. C'est ce qui s'est passé. Alors le ref bump, je l'avais pas forcément pronostiqué parce que moi je pensais que Carmelo Hayes allait attaquer en traître Trick Williams pendant le match. Donc du coup j'avais pas forcément pronostiqué le ref bump, mais c'est une manière logique. Pour mon plan, c'est parfait. Euh, et du coup, le match il continue un petit peu. Et on a ce moment magnifique à la fin où t'as Trick Williams dans un coin qui prépare son coup de genou. T'as Ilya Dragunov de l'autre côté qui prépare son torpedo Moscou. Et là, les deux hommes ils se foncent dessus. Et finalement, c'est Ilya Dragunov qui arrive à placer son torpedo Moscou pour la victoire. Ilya Dragunov, toujours champion. Et c'est extra. Ensuite, après match, forcément, on s'y attendait tous. Carmelo Hayes, il trahit enfin euh, Trick Williams, parce que putain, on l'a attendu depuis quand même des mois, hein. Ça fait quand même un petit moment hein, que l'agression de Trick Williams elle a eu lieu. Qu'on s'attend, qu'on nous tease, que le fait que ce soit Carmelo Hayes et tout, ça fait des semaines, des semaines. Au bout d'un moment, je pense que ça commençait peut-être à en saouler certains. Moi, en tout cas, ça me saoulait qu'au bout d'un moment, ça n'arrive pas à ce moment euh, qu'on attendait tous. Euh, et franchement, bah, c'est bien foutu. Franchement, j'ai bien aimé. Forcément, Carmelo Hayes va s'acharner sur la jambe. Il va lui exploser la jambe avec je ne sais combien de coups de chaise. À un moment donné, il fait ah, tiens, je peux pas m'asseoir. Il retourne la chaise, bam, allez hop, un coup supplémentaire pour que le plat de la chaise soit nickel pour m'asseoir. Et là, il pose tranquille. Il va même faire un bras au public et tout. Enfin, c'est énorme. Le public qui fait un chant fuck you Melo, qui rappelle le Royal Rumble l'année dernière. Alors, si vous regardez les vidéos aujourd'hui, aujourd'hui tout est censuré. Euh, mais l'année dernière, il y avait des chants Fuck You Roman lorsqu'il a explosé Sami Zayn après la trahison de Sami Zayn. Du coup, c'est marrant de revoir que le public a réagi exactement de la même manière ici, qu'avec la trahison de Carmelo Hayes, il se prend exactement le même chant que Roman Reigns, ce qui est quand même assez énorme. Bon, même si c'est pour se prendre un fuck you, un chant de fuck you, mais c'est quand même énorme. Et du coup, ben voilà comment se termine le show. Du coup, moi j'ai noté 4,75 sur 5 pour moi, meilleur show meilleur moment de la soirée. Le match il est incroyable, la trahison qu'on attendait tant est arrivée. Tout était vraiment très très bon sur la fin. Et en plus, moi ça m'arrange parce que c'est exactement ce que j'imaginais. Du coup,
je vais juste terminer là-dessus pour cette partie-là, sur comment j'imaginais ce show et comment j'imaginais la suite. Et tout ça, vous pouvez vérifier avec mes pronostics que j'ai publiés samedi dans la journée. Et en gros, pour moi, il fallait que d'abord Trick Williams et Carmelo Hayes perdent le championnat par équipe, enfin la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Pourquoi ? Parce que s'ils le gagnaient, Carmelo Hayes et Trick Williams n'avaient pas de raison d'avoir des tensions entre eux. En perdant le match, ça donne des idées, enfin pas des idées, mais des raisons d'avoir des tensions. Tous les deux qui pensaient être suffisamment forts pour battre Braun Breaker et Baron Corbin et être les champions du tournoi, et au final ils le sont pas, ce qui peut créer une sorte de distorsion. En plus, match perdu parce que Trick Williams n'a pas sauvé Carmelo Hayes, qui s'est pris un spear un peu venu de nulle part parce que Trick Williams était dans son champ de vision. Donc ça donnait des petites pistes. Donc pour moi, il fallait absolument que les deux y perdent le match par équipe, chose qui est arrivée. Ensuite, il fallait que Trick Williams y perde ce match contre Ilya Dragunov. Soit parce que Carmelo Hayes intervient dedans, c'est ce que moi j'imaginais. Au final, Carmelo Hayes fait quand même sa trahison après match, mais moi je l'imaginais pendant le match. Peut-être avec un tirage de pied de l'arbitre, comme Solo Sikoa l'a fait pendant le Fatal 4-Way au Royal Rumble. Je sais pas, j'imaginais un truc comme ça, où pendant un moment où l'arbitre avait le dos tourné, qu'il envoie un coup à Trick Williams, un peu en trade comme Tucker l'avait fait avec Otis. Là, ça sent la vieille ref de l'époque où Otis a gagné le Money in the Bank, ça date. Mais voilà, j'imaginais un délire dans le genre. Au final, on a eu mieux que ce que j'imaginais. Et tout ça pourquoi ? Et le ref bump, du coup, va beaucoup aider à ce que moi j'imagine. C'est que, pour moi, pourquoi je voulais que Trick Williams y perde tout ce soir et que le public se prenne une clim énorme. C'est qu'aujourd'hui, on est le 5 février. Dans 2 mois, le 6 avril, pas techniquement 2 mois précis, mais bon, le 6 avril, il y a Stand and Deliver. Et qu'est-ce que c'est Stand and Deliver ? C'est le plus grand PLE de NXT. Et en plus, c'est pendant la semaine de WrestleMania, tout ça, donc c'est vraiment le plus gros show de NXT de l'année. Donc pour moi, il fallait que Trick Williams y perde tout maintenant pour justement gagner l'or à Stand and Deliver. Pour moi, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et je pense que dans le main event de Stand and Deliver, on aura un triple threat match pour le titre de NXT. On en parlera dans 2 mois, mais je suis presque sûr que c'est ce qu'on aura. Tout simplement pour déjà Trick Williams, Carmelo Hayes, tous les deux vont devoir régler leur compte à Stand and Deliver parce que va falloir que Trick Williams revienne de sa blessure. Je pense qu'il va être absent un petit moment. Je sais pas si c'est une vraie blessure ou une blessure kayfabe. Je pense qu'elle est plus kayfabe. Mais pour moi, voilà, à mon avis, il va avoir un peu de repos avec tout le super travail qu'il a fait ces derniers temps. J'ai beau ne pas être dans le train de la hype de Trick Williams, ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait à NXT. Et je pense que là, il a un peu de repos bien mérité. Et donc, pour moi, ce qui va se passer, c'est que Carmelo Hayes, pour l'instant, il va faire son petit chemin tranquille en mode heel, avec son heel turn. Au bout d'un moment, Carmelo Hayes, Trick Williams va faire son comeback une fois qu'il sera remis sur pied, et ce qui va du coup déclencher une rivalité entre Carmelo Hayes et Trick Williams. Pourquoi je pense qu'il y aura un triple threat match pour le titre pour NXT ? Déjà parce que Carmelo Hayes, il y a quelques semaines à NXT, il avait teasé à un moment donné en disant tiens, pourquoi pas on ferait un triple threat match pour le titre de NXT, machin, chose que Trick Williams avait refusé parce que c'est à son tour, c'est à lui d'avoir sa chance pour le titre. Et surtout, le rêve bump. Et oui, parce que maintenant, Trick Williams, il peut se ramener et dire voilà, moi, Dragunov, je t'ai battu. Je t'ai mis KO. Si j'avais pas frappé l'arbitre par inadvertance, j'aurais gagné ton titre.
Et souvent, c'est ce qui se passe avec les ref bumps, c'est que ça permet d'avoir un match retour, parce que techniquement, le champion a été vaincu, mais comme il n'y avait pas d'arbitre, et ben voilà, faut faire le match retour. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura un triple threat match. Parce que, ben voilà, d'un côté, Trick Williams a des raisons de venir se venger de Carmelo Hayes, et en même temps, il a des raisons d'avoir un match retour contre Ilya Dragunov grâce au ref bump. Et je pense que tout ça se réglera dans un triple threat match à Stand and Deliver, main event, dans lequel, pour moi, Trick Williams remportera le titre de NXT. Alors, ce qui est dommage, c'est que je pense que le week-end de WrestleMania sera peut-être le week-end le moins prévisible, enfin plutôt le moins surprenant, je veux dire, euh, parce que pour moi, je vois automatiquement Trick Williams gagner l'or à Stand and Deliver. Pareil, on voit facilement Roman Reigns être détrôné, surtout que la WWE voulait mettre The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania, sauf que finalement le segment du face-à-face est le plus disliké sur YouTube. Alors c'est marrant parce que tout le monde a popé dans la salle comme des dingues. Par contre sur internet après tout le monde a disliké. Tu te dis les gens sont vraiment débiles. Hein. Au bout d'un moment soit vous êtes content, soit vous n'êtes pas content, faudrait savoir. Et là justement à Vengeance Day il y avait une pancarte avait marqué on veut Cody contre Roman. Bref. Et du coup apparemment la compagnie est prête à rechanger leur plan euh, pour avoir Cody contre Roman. Le truc, c'est que si on a Cody contre Roman à WrestleMania, bah, il n'y a pas de surprise, on sait que Cody va gagner l'or, et puis voilà. Donc c'est un peu dommage, je sais pas vraiment comment la compagnie va faire pour donner du suspense, de la surprise, en sachant que la plupart des matchs qu'on voit venir à WrestleMania ont des résultats beaucoup trop prévisibles. Donc on verra bien. On n'y est pas encore, c'est dans 2 mois. Mais en tout cas, dans le cas de Trick Williams, Dragunov et Melo, c'est comme ça que je vois les choses. Et il y a des grandes chances que ça se passe comme ça. Du coup, on va passer à la conclusion. Du coup, on commence avec les previews comme d'habitude. On aura suite à une petite altercation backstage, un match par équipe entre Axiom et Nathan Fraser contre Malik Blade et Driss Enofé, qui pourrait être très certainement très sympa. Et on aura aussi, grâce à une altercation au moment de la vente des calendriers entre Lexis King et Riley Osborne, du coup qui mènera un match entre les deux hommes. Et on aura également la célébration des Wolf Dogs suite à leur victoire lors du Dusty Rhodes Tag Team Classic, qui mènera très certainement à un match de championnat pour les titres par équipe. Voilà, j'imagine que c'est pas juste gagner cette coupe qui est en jeu dans le tournoi. Donc hâte de voir tout ça. Sinon pour conclure, j'ai trouvé que le show était vraiment très très bon. Franchement j'ai bien kiffé. J'ai très hâte de voir la suite pour beaucoup de personnes de ce show, même si pour Lola Vice j'ai un peu peur. Alors backstage, elle a eu une grosse baston avec Roxanne Perez, donc on imagine une rivalité avec Roxanne Perez, mais la vraie question c'est comment ça va se terminer. Est-ce qu'ils vont faire gagner Lola Vice et qu'ensuite Lola Vice va partir en course sur le titre pour Stand and Deliver, ou est-ce qu'ils vont faire gagner Roxanne Perez et enterrer Lola Vice? Ça fait peur. Enfin, honnêtement, je sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais bon, on verra par la suite. Après, j'ai hâte de voir qui va challenger Dragunov par la suite, qui va challenger Obafemi, la future rivalité entre The Family et les Wolf Dogs, qui y aura très certainement, j'ai hâte de voir ça. Bref, il y a plein de choses que j'ai envie de voir suite à ce show qui était vraiment très très bon. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Vengeance Day, si vous avez aimé ou pas. Et n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de mon plan, de ce que j'avais imaginé avec Trick Williams, Melo et Dragunov, avec du coup la victoire en main event de Stand and Deliver de Trick Williams. Et du coup, il fallait qu'il perde tout aujourd'hui. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, sur ce qui est des pronostics aujourd'hui, à part le Joe Gacy d'Ajak où j'ai eu faux, tout le reste était bon, donc je suis
plutôt content. Parce que vu la hype de Trick Williams, je pensais prendre des gros risques en le voyant perdre tous ses matchs. Et finalement, je crois que la compagnie a à peu près le même plan que moi. Bref. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao. Maintenant, moi, je vais faire un bon gros dodo.